Si c'est bon pour vous, on va commencer. Je ne sais pas si Félix nous entend ou s'il y a toujours ces soucis de technique. Donc, nous, on va continuer. Alors, présentation, ça c'est fait. Alors, petite introduction sur la productivité. Déjà, la productivité, attendez, je vais augmenter le son parce que je ne sais pas si on entend bien. La productivité, ça ne s'ordonne pas. On n'est pas en mode Lazare, lève-toi et marche. Ça ne marche pas comme ça. La productivité, c'est en fait des outils. Quand je dis des outils, ce n'est pas des outils forcément numériques à installer, c'est des outils simples qu'on va apprendre à utiliser, qui me permettront de pouvoir devenir productif. Et c'est ça le but de cette formation, c'est que je vous donne ces outils, ces techniques, ces astuces pour que ça puisse vous aider à être plus productif. Alors, j'ai déjà posé la question, donc je vais passer assez rapidement dessus. Pourquoi vous voulez être productif? Donc, j'ai compris pour Emma, j'ai compris pour Richard. Si Félix, entre-temps, arrive à nous expliquer, qu'ils le disent par écrit dans le chat. Alors, peut-être moi déjà aussi, pourquoi j'ai cherché à devenir plus productif? Parce que je ne suis pas né productif, hein, ça ne marche pas comme ça. Donc moi, je suis entrepreneur, en tout cas j'ai été entrepreneur pendant presque de 10 ans. Start-up, j'ai monté 3 startups avec des associés et maintenant je suis en indépendant dans la formation et le coaching. Être productif, c'était juste obligatoire. Parce que si moi je suis à l'ouest, mes équipes seront forcément à l'ouest. Donc j'ai dû apprendre à être productif. Et la méthodologie que je vais vous expliquer, que je vais vous détailler pendant cette heure et demie, c'est une méthodologie que j'ai concoctée, donc c'est la mienne. Je l'ai concoctée grâce à des contenus Tim Ferriss et plein d'autres entrepreneurs comme Steve Jobs. J'ai pris tout ce que j'estimais être le meilleur de leur méthode à eux et j'en ai fait ma méthode à moi. Et c'est ça que je vais vous expliquer durant cette heure et demie. Donc non, on n'est pas productif, on le devient. Et c'était mon cas. Alors, durant cette formation, on va aborder 9 points. Le premier, c'est qu'est-ce qu'un projet et comment réussir un projet. Le deuxième, ça va être la visualisation. Le troisième, ça va être ce qu'on appelle le principe de Pareto. Ensuite, le test and learn. Comment créer les bonnes habitudes. La méthode KISS, les energizers. Comment gérer ses peurs et ses émotions. Et enfin, on va parler de communication parce que communiquer, c'est aussi important pour savoir où on en est dans notre projet, dans notre objectif, je vais dire ça comme cela, et ainsi de suite. Est-ce que déjà vous avez des questions par rapport au programme? Non. Parfait. Super. Alors, première question, c'est qu'est-ce que pour vous la gestion de projet? Et quand je vais dire ça, je ne veux pas qu'on parle de méthodologie spécifique comme Scrum et j'en passe, hein, je ne suis pas là pour être aussi complexe. On va revenir à des trucs beaucoup plus simples et on va le faire de manière beaucoup plus très concrète. Si demain, on avait le droit d'aller en vacances, ou en tout cas de préparer nos vacances, par exemple, quelles seraient les actions, les étapes que vous réaliseriez? Donc demain, vous devez partir en vacances. Vous pouvez partir en vacances. Quelles sont les étapes que vous allez réaliser? Quelles sont les actions que vous allez réaliser? Vous entendez? Allô? Ouais. Donc, Richard met date de départ où, avec qui et budget. D'accord. Ah, j'ai vu quelqu'un qui a écrit, donc c'est très bien, parfait. OK aussi. Parfait. Moi, j'étais déjà partie. Qu'est-ce que je vais prendre? La liste des endroits à visiter, la liste des affaires à emmener, voir la météo. Donc, un peu OK, ça. parfait. Ben, tout ça, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre ça dans l'ordre. Le guide du routard. Très bien, ça me va aussi. On va essayer de les mettre dans l'ordre et on va voir que ça peut on va pouvoir réaliser un projet en 5 étapes qu'il faudra respecter. Première étape, c'est l'étape enquête. Là, on va se définir parce que, on l'a dit, où notre objectif. Thème, objectif. On va collecter des informations. Est-ce qu'on peut partir, je prends l'exemple de Tunisie par exemple, partir en Tunisie? Est-ce que ce sera plutôt en Russie, en Chine? Quels sont les impératifs? Qu'est-ce qu'on doit respecter? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit prévoir? Donc, on collecte le plus d'informations possible. Discrétion ici, c'est pas apprendre
sous forme de « il faut rester caché et secret », c'est plutôt quand on est entrepreneur, on a toujours un vieux dicton qui nous dit « tout ce que tu veux faire, tu le gardes pour toi ». C'est vrai et en même temps, ce n'est pas forcément vrai. Quand je dis discrétion, c'est quoi? C'est il ne faut pas crier sur tous les toits tout ce que tu veux faire, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler non plus. Parce que quand tu vas collecter des informations, quand tu vas avoir des informations de qualité, il faut que tu parles de ton projet. Et c'est pour ça que je parle de discrétion. La discrétion, c'est garde pas pour toi tout ce que tu fais, mais évite de le crier sur tous les toits parce que malheureusement, on a un facteur qui arrive très souvent lorsqu'on parle avec des gens, c'est qu'ils essaient de nous ramener à une certaine normalité. Demain, je veux aller en Chine, je n'ai pas forcément beaucoup d'argent, les gens vont me dire quoi? Bah, sois plus réaliste. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe quand on nous dit ça directement pour beaucoup de personnes? On commence à soit avoir peur, soit se limiter, soit se censurer. Et au final, dès le début du projet, alors qu'on n'est qu'à la première étape, on commence directement à se dire « c'était pas pour moi », alors que potentiellement, ça pourrait l'être. Donc voilà pourquoi je parle de discrétion ici. Deuxième étape, analyse. Vous avez collecté beaucoup d'informations. Maintenant, vous allez matérialiser les données et les analyser tout simplement. Troisième étape, et c'est là la partie la plus importante, la planification. Qui fait quoi, quand, comment et avec qui. Donc ça revient à votre question, à vos réponses, excusez-moi, date de départ, avec qui, budget et j'en passe. L'action, c'est l'apothéose. C'est là où on va se faire plaisir parce qu'on profite de l'action. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, parce que si pour organiser un événement, le jour J, il faudra travailler. Mais en tout cas, c'est l'apothéose du projet. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'après, il faut évaluer. C'est la partie critique analytique. Constructive, le but, ce n'est pas de se fouetter. Le but, c'est de savoir qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché. Dans quel objectif? Dans l'objectif, il y a de faire une transmission. Transmission à nous ou une transmission à d'autres personnes. Parce que nous, potentiellement, on pourrait repartir en vacances dans un an. Et savoir ce qui n'a pas marché, c'est bien de le savoir pour pouvoir l'améliorer la prochaine fois. Alors, pourquoi je vous pose cette question? Je vous parle de ça pour un point très important. Parce que quand on veut être productif, déjà, c'est toujours par rapport à un objectif, par rapport à un projet. C'est jamais je veux juste être productif pour être productif. Donc, la première question que je vous poserai, c'est par rapport à votre objectif, en tout cas, Emma, excusez-moi, il y a une personne qui me dit qu'elle est bloquée. Pourtant, j'ai donné le code. OK, bon, elle va trouver le code. Donc, Emma, toi, c'est par rapport au fait que tu as beaucoup de tâches. Qu'est-ce que tu aimerais… C'est quoi ton objectif? Oui, il y a des similarités avec le design thinking, bien entendu. Je suis aussi formateur sur ce module, donc c'est normal que je m'inspire aussi de cela. Alors, la question que je vais vous poser, alors peut-être pas faire 5 minutes, 10 minutes, on va le faire en 5 minutes. Et comme vous le voyez, on parle de design thinking, j'ai un petit timer que j'utilise beaucoup en formation de design thinking. On va se donner 5 minutes. L'idée, c'est quoi? C'est que vous allez écrire, à moins que vous vouliez le faire plus tard, les premières questions à se poser en étape 1, en étape 3, par rapport à votre objectif, par rapport à votre projet. Lequel de projet? Il y en a tellement. Ah, c'est ça la question que je te pose. C'est par rapport à toi, entre autres, Emma, et c'est pareil pour Richard. Qu'est-ce que tu veux réaliser réellement? C'est quoi ton objectif? C'est quoi? C'est juste être… comment dire ça? Tu as plusieurs missions et tu aimerais pouvoir les réaliser toutes, je pense. C'est ça? Ouais. Voilà. Ta question, c'est comment t'organiser. Ouais. Donc, c'est un projet à part entière. Ouais. Au-dessus de tes missions à toi. Mm. Donc, la question, c'est comment faire pour t'organiser? Et ça, on va le faire au fur et à mesure. Mais quelles sont les premières questions que tu peux te poser pour savoir qu'est-ce que tu veux réaliser, qu'est-ce que tu veux atteindre? Je ne sais pas si je suis clair ou pas. Très clair. Mais la réponse est moins facile à trouver. Je sais. Alors, étape 1, alors je n'ai pas dit de faire toutes les étapes. On parle juste de 2 étapes pour l'instant. L'étape 1 qui était enquête et l'étape 3 qui était planification. Par exemple, ça pourrait être un exemple pour la planification. Ce serait comment découper ma journée
lorsque j'ai, bon, pas quand je suis au travail, puisque le travail, c'est compliqué, comment découper ma journée, par exemple, pour pouvoir réaliser ça que j'ai à faire pour dans 3 semaines, par rapport à mes missions. Ça peut être une de tes questions. Comment je peux découper mes journées, c'est ça? Ça, c'est un exemple. Hein. Je ne dis pas que c'est forcément la question qu'elle te posée, mais comment je pourrais découper ma journée lorsque j'ai une tâche, j'ai chacune de mes missions qui me demande de réaliser quelque chose pendant 3 semaines. Comment découper ma journée ou mes journées dans la semaine pour pouvoir réaliser toutes ces tâches et travailler sur tous ces points. C'est un exemple de question que moi, je pourrais me poser. À toi de voir si c'est une question que tu as envie de te poser également. Ouais. On donne 5 minutes pour ces premières questions. D'accord. Ok, parfait. Richard, planification, prévoir mes actions à l'avance et garder le cap. C'est quoi garder le cap pour toi, Richard? Ça veut dire tracking, suivi, reporting, rester motivé, Parfait. Donc, il faudrait que les habitudes. tu le décomposes en plusieurs points, ça alors. D'accord. Ok. On va voir continue tranquillement. J'essaie.
Est-ce que tu y arrives, Emma? Je ne sais pas, ça s'est aussi embrouillé que ce qui m'a fait venir, quoi. Tu veux que je te dise ce que j'ai mis? Vas-y. Donc, lister mes projets, Oui. les pondérer, ce qui est urgent, ce qui est important, faire le suivi, pouvoir faire le suivi, enlever les choses qui me font dévier de mon objectif, On va en parler. essayer de m'y tenir parce que généralement je peux commencer un truc puis me retrouver sur un autre truc, alors là, tranquillou. Ne pas me laisser distraire. Je vois pas trop en fait, c'est assez embrouillé. Ok. Alors, bon, je vais commencer par ce que tu as dit, donc par toi, et après je vais aller sur Richard. Mais de manière générale, je vais faire un premier point pour vous deux. Lorsque vous allez par la suite reprendre cet atelier et le travailler par vous-même, parce que là, vous avez vu, j'ai posé des questions que pour l'étape 1 et 3, il y a 4 étapes en tout à gérer, voire 5 étapes avec la transmission. Quand je dis qu'il faut se poser une question, le but, c'est aussi que ce sont des questions qui, derrière, vont entraîner une réponse qui va commencer avec un verbe d'action. Donc, c'est déjà commencer à se mettre en mouvement. Donc, lorsque vous allez le refaire par vous-même, essayez de vous forcer à formuler chacun de ces points sous forme de questions, dans le but que derrière, ça entraîne une réponse, la réponse que vous allez trouver, avec un verbe d'action. Donc, voilà pourquoi je parlais des questions. Je dis question dans la question, en fait, quelle question vous posez. Maintenant, par rapport à ton point, Emma, premier truc déjà, très bien. Dans la partie planification, surtout, je le mettrais, c'est comment découper les tâches. C'était quoi ta formulation exactement? Comment découper les tâches que j'ai à faire, c'est ça? Ouais, Ouais, lister parfait. les tâches. Ouais. Lister, voilà, tu as dit un peu le terme lister, parfait. Ensuite, tu avais dit comment les pondérer. Ouais. Et puis les pondérer. Et puis aussi, moi j'ai un petit tableau, un truc à la Scrum, tu vas pas aimer, mais un peu un truc à faire avec des post-it. Et puis un truc important. Et puis qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui a été fait, un peu Parfait. ça, quoi. Bah, j'aime bien parce que je suis formateur Scrum, mais on va aller beaucoup plus simple. Comment tu décides qu'est-ce qui est urgent et pas? C'est quoi les critères pour toi pour savoir si c'est quelque chose qui est urgent ou pas? C'est juste par rapport à une date ou c'est par rapport à d'autres éléments, d'autres facteurs? Non, non, un peu par rapport à tout, hein. C'est l'urgence, c'est la gravité aussi pour moi. C'est-à-dire si je fais pas, qu'est-ce qui se passe? Ok. Mm. Bon, déjà, je pense qu'il faudra peut-être creuser cette partie-là, parce que tu as combien, en gros, Eisenhower un peu. en termes de pourcentage, tu en as combien d'urgents, de combien qui sont moins urgents? Oh, combien qui sont urgents, qui sont. Bon, avant le confinement, j'avais plein de choses urgentes que je suis arrivée à faire. Bon, là, c'est pas urgent, mais dans pas longtemps, je vais avoir plein de choses qui vont être urgentes. C'est-à-dire, je suis pas du tout dans l'organisation. C'était, je laisse, puis après, c'est panique à bord et puis je fais tout. Ok, Puis je fais plus rien. d'accord. Bah là, déjà, il y a un premier point qu'on peut expliquer, que tu peux te donner comme question. Comment quel outil utiliser, quand j'ai outil, on en parlera tout à l'heure, hein, ce sera les to-do list. Quel outil utiliser pour pouvoir prioriser mes tâches, parce que ce que j'ai peur, c'est que tu mettes beaucoup de choses en important. Au final, tout est important. Ce serait le risque, je pense. Et deuxième point, c'est comment s'assurer qu'un peu tous les jours, je fais ce qu'il y a à faire. Et en gros, comment je décompose chacune de mes tâches. Donc, je pense que c'est des questions. Alors, ce n'est pas une seule question, hein, ce qu'il va falloir faire par rapport à tous tes projets. C'est un ensemble de questions qu'il faudra que tu te poses. Comment décomposer et comment prioriser. Mais t'inquiète pas, dans quelques instants, on va parler d'outils qui te serviront par rapport à ça. Ensuite, tu avais un point qui était… Alors, excuse-moi, j'avais oublié la question que j'avais en tête, que tu avais dite. Alors, c'est faire le suivi, enlever les choses qui me font dévier de mon On va en parler, objectif. ça c'est bon. Ouais. Et Ok. m'y tenir. À m'y tenir, voilà, c'était ça, m'y tenir. Bon, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est comment t'assurer que chaque jour tu fais un peu ce qu'il faut. Donc ça, on va en parler, il y a des outils. Tu vas voir que les outils sont à la fois simples et compliqués.
mais on va en parler. Donc, moi, ce que je te dirais, c'est ça, c'est que lorsqu'on se reverra dans 1-2 semaines, hein, ça dépendra de toi, j'aimerais bien que tous ces points, tu arrives à les formuler sous forme de questions pour que derrière, ça génère des verbes d'action, en fait. Et ça, tu verras, ça sera un peu plus clair pour toi. Je ne dis pas que ce sera ultra clair forcément au début, hein, parce que c'est un process que tu vas apprendre à mettre en place. Ce sera un peu plus clair. Pour Richard, d'après ce que tu me dis, en fait, il y a une formulation que pour Emma. Essayer de convertir ça sous forme de questions pour générer des actions derrière. Mais sinon, après, je vois très bien de quoi tu me parles. Et c'est aussi pour ça que j'ai demandé de décomposer, garder le cap. C'était un peu gros au début comme point. Parce que garder le cap, c'est beaucoup de choses. Tout à fait. J'aime bien le prévoir mes actions. Moi, ce que j'aimerais bien voir aussi, c'était une question que tu te posais, c'est qui pourrait me renseigner sur les actions que j'ai réalisées? Parce que des fois, je pense qu'il y a des actions que tu n'as pas en tête directement, que tu vas découvrir au fur et à mesure. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, peut-être identifier les personnes et les personnes généralement, mais pas forcément les situations aussi qui permettraient de pouvoir de trouver les actions que tu as réalisées. Et donc, anticiper. D'accord. Alors, on va passer à la suite, ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre où je vais en venir avec toutes ces questions. On va passer maintenant à la visualisation, qui est pour moi un outil très puissant qui nous servira lorsqu'on veut être plus productif. Donc, je ne vais pas faire de la PNL pure, hein, parce que je ne suis pas là pour être formateur PNL aujourd'hui, ce soir, mais on va reprendre cet outil de la PNL, parce que j'estime que pour moi, il est très important. Donc, la visualisation, c'est quoi? C'est tout simplement de s'imaginer dans l'action. S'imaginer lorsqu'on a atteint notre objectif. Le but, c'est quoi? Le but, c'est d'avoir la capacité de se faire une image claire, claire de la situation où l'on veut être une fois qu'on a atteint notre objectif. Je pense que vous connaissez un peu les accords Toltec. Un des accords Toltec, le premier, nous dit « Faites attention aux mots que vous employez ». Parce que ces mots, quand on les dirige à quelqu'un d'autre ou même à nous, le cerveau les entend et les retient. Quand on se dit « je suis nul », le cerveau, il n'arrive pas à comprendre que c'est une blague ou autre. Pour lui, il se dit vraiment qu'on est nul. C'est pareil pour le cerveau quand on est face à une image. Quand il visualise et qu'on a une image claire et nette de là où on veut être, comment on se sent une fois qu'on atteint notre objectif, le cerveau enregistre cette image. Et le cerveau va nous aimer pour cela parce qu'il va se donner une motivation supplémentaire pour y arriver. Ce qu'il faut éviter, c'est de se donner une image où on est surchargé, on s'écroule, on est en train de déprimer ou j'en passe. Non, c'est des images positives tout le temps qu'il faut se donner. Alors, je sais que ce n'est pas facile de se faire ça comme exercice. Ça m'a pris pas mal de temps au début, moi, pour pouvoir visualiser correctement. Mais voilà une petite démarche pour y arriver que je vous invite à faire. Pas maintenant, vous invite la démarche et vous expliquer quand il faudra le faire. Isolez-vous dans un endroit calme et reposant. Alors, assurez-vous, les slides vous seront envoyés hein, pour ceux qui sont habitués à ma formation. Je pense que Richard, tu as déjà participé à une formation, je pense que Emma aussi. Donc, je vous envoie toujours, quoi qu'il arrive, le replay et les slides. Donc, le replay est très bien. Calme et reposant. Fermez les yeux et visualisez votre objectif de vie. Alors, j'ai pris un objectif classique pour 90% des humains, parce que la majorité sont salariés, c'est de se dire, je veux obtenir une promotion. Visualisez-vous lorsque vous avez cette promotion. Ça veut dire quoi? Pensez à la porte de votre bureau sur laquelle est apposé votre nom en lettres dorées. Disons que c'est une grosse promotion. Imaginez votre fauteuil pivotant et votre bureau en bois bien fini, parfaitement brillant. Visualisez tous les détails, la moquette, la lumière qui passe par la fenêtre, et ainsi de suite. Le but, c'est que vous devez vous y voir une fois que vous avez atteint votre objectif. La première question qu'on peut se poser, c'est « Oui, mais si je ne sais pas tellement ce que je veux ?» C'est bien ça l'objectif, c'est d'avoir une idée claire de ce que l'on désire et de ce que l'on souhaite.
Comme vous le voyez, c'est la suite logique des questions que je vous ai posées. C'est d'avoir une idée claire de ce que l'on veut. Parce qu'avant d'être productif, si je peux dire ça comme ça, il faut savoir ce que l'on veut, sinon on sera productif dans le vent. Alors, pour ça, je me doute bien que le faire maintenant, ce soir, ça c'est impossible. Donc l'exercice que je propose, moi, à chaque fois, c'est quoi? C'est de se prendre une feuille blanche. Si vous en avez une à côté de vous, c'est parfait. Et vous vous écrivez, ou en agenda directement, si vous avez votre agenda directement, et vous vous fixez chaque jour 10-15 minutes de travail de visualisation. Le travail, c'est celui-là. Je le répète, c'était de s'isoler, de fermer les yeux et de visualiser tous les détails. Donc l'objectif que j'ai là maintenant, ça va prendre 5 minutes, ça prendra 30 secondes si vous avez déjà votre agenda à côté de vous, c'est de vous fixer 15 minutes par jour pendant une semaine où vous allez visualiser. Est-ce que c'est un exercice que vous avez déjà réalisé, la visualisation? Ouais. Est-ce que tu arrives à avoir une idée claire de ce que tu veux ou pas encore? Ça commence. Ça commence? Ouais. Parfait. Ben, il faut continuer. Et toi, Richard? Alors, ouais, disons que je pratique un peu l'auto-hypnose. Ouais, bien. Donc, je visualise un peu, mais j'avoue, je sais ce que je veux, mais je ne visualise pas très bien l'image, les détails. Ça reste un peu flou, j'ai l'impression que mon esprit s'envole. Ouais, il ne se concentre pas trop. Je fais la visualisation, mais pas comme il faudrait. Ça, je le sais. D'accord. C'est déjà pas mal. Ça, c'est un exercice qui est dur parce qu'il faudra apprendre à… En fait, vous aurez toujours des idées, d'autres idées, d'autres images, d'autres pensées qui passeront. Il faut arriver à se dire, bah, cette pensée, c'est bien, elle est passée, maintenant tu repars. Je n'ai pas besoin de toi maintenant. Tout à fait. Tout de suite. Alors, j'ai dit une semaine. C'est pour débuter. Parce que si ça prend plus de temps pour vous, ça peut prendre plus de temps. Moi, ça avait pris plus de temps qu'une semaine. Maintenant, en une semaine, je pense qu'on commence à avoir une image plus ou moins claire. L'idée, c'est qu'elle soit beaucoup plus nette par la suite. C'est-à-dire qu'on va visualiser la semaine prochaine, c'est ça? La semaine prochaine, ou même dès demain, je ne sais pas ce que vous faites dès demain, vous fixez 15 minutes. Moi, je dis 15 minutes, après, je sais qu'il y en a certains qui préfèrent plus, d'autres moins. J'aime bien le faire le matin, donc après, à vous de voir aussi quand vous préférez faire dans la journée. Parce qu'il faut que vous soyez seul, plus ou moins au calme. Si vous avez des enfants à côté qui crient, qui bougent, ça peut être compliqué en pleine journée. Trouvez-vous un moment dans la journée où vous savez que vous allez être plus ou moins calme. Pendant 15 minutes, c'est pas mal déjà, et vous fermez les yeux et vous essayez de visualiser une situation. Emma, une fois qu'elle est arrivée à être capable de tout gérer, comment se déroulerait une journée, même une partie de la journée pour Emma? Et que tu vois clairement les actions que tu fais. Alors au début, la visualisation, c'est que tu vois une image. Mais au début, tu vois une personne qui est plus ou moins pas toi. Et après, au fur et à mesure, il faut que cette personne devienne toi, en fait. Miracle Morning. Je ne connaissais pas celui-là. Ah, c'est une méthode qui permet d'avoir des rituels dans la journée et qui fixe 5 types de rituels et tu abordes certains des points, grosso modo. Si je peux élaborer juste une seconde? Vas-y. Oui, le premier, c'est que première des choses, le matin, tu te lèves, tu bois un verre d'eau pour t'hydrater. C'est tout bête, tout con, mais en général, on oublie pour commencer la journée. Méditation, ça peut aller de 5 à 20 minutes en fonction des personnes. Un peu d'exercice physique. La visualisation, tu en parles. Et aussi le fait de mettre sur une feuille blanche toutes ses pensées, etc. Faire un petit peu son agenda personnel, son bullet paper ou journal. Parfait. Je ne connaissais pas cette méthode, mais… C'est Miracle Morning, c'est hyper connu. Je suis en train de le lire pour ça. Voilà, désolé. Merci de l'information, ça peut servir à tout le monde. Alors, maintenant qu'on a parlé de ça, on va aborder un point très important de cette formation, qui est le point le plus difficile, je ne vais pas vous mentir. Mais une fois qu'on a réussi à le faire, ça va être plus clair dans notre tête. C'est ce qu'on appelle le principe de Pareto. Est-ce que vous connaissez déjà ce nom Pareto, le principe? Le 80-20. Ouais. Parfait. Bon, Pareto, pour la petite histoire, c'est un économiste italien, Vilfredo Pareto, qui à la fin des années 18e siècle faisait un travail pas très compliqué,
pas très sympathique, excusez-moi, c'est il analysait les données fiscales de divers pays. Et il s'est rendu compte d'un point. 80% des effets positifs des produits générés par les pays étaient dus à 20% des causes. C'est énorme. Alors, on s'est rendu compte par la suite que cette règle est applicable dans plein d'autres domaines. L'exemple que j'aime bien prendre, par exemple, c'est quoi? C'est si demain vous devez aller dans une boulangerie, quel produit, pour vous, doit apparaître dans une boulangerie? Quels sont les principaux produits? Un croissant, je pense, du pain au chocolat, chocolatine, ça dépend de où vous êtes. Au chocolat aux amandes, obligatoirement. Comment? Pas au chocolat aux amandes, obligatoirement. Au chocolat aux amandes, si tu veux. Mais en gros, quoi qu'il arrive, ça représente à peine 20% de ce qu'ils proposent au final. Si demain, vous rentrez dans une boulangerie qui n'ont ni baguette, ni pain, ni croissant, ni pain au chocolat, ni pain aux amandes, mais ils ont tout le reste. Vous allez vous poser une question, je pense. Vous allez vous dire, mais c'est quoi est-ce que c'est vraiment une boulangerie? Il y a des chances. Eh bien, ce facteur s'applique de 80-20, s'applique vraiment partout. Pour nous, ça veut dire quoi, notre objectif? C'est que malheureusement, il y a 80% des actions que vous réalisez qui ne servent, entre guillemets, quasiment à rien. Pourquoi je dis quasiment? Parce que potentiellement, c'est des actions qui soit ne servent vraiment à rien, soit c'est des actions qui ne sont pas importantes pour l'instant, qui sont vraiment secondaires, voire tertiaires, mais qu'on a réussi dans notre tête à se forcer, à se justifier qu'ils étaient importants, qu'il fallait les faire dès maintenant. Et je parle de 80% des actions qu'on réalise. C'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure à Emma et un peu à toi aussi, à Richard, est-ce que les actions que tu t'imagines importantes sont vraiment importantes? Est-ce qu'il n'y a pas de truc plus urgent à faire dans les 20% qui restent, que tu dois faire en premier? Le reste viendra ensuite. Alors pour cet exercice, pour cet atelier, on va le commencer maintenant. On va prendre un peu plus de temps. On va se dire 5 minutes, 10 minutes en tout, mais par tranche de 5 minutes, suivant si vous avez besoin de plus de temps. Et je vais vous demander, en mode samouraï, sans scrupule, sans pitié, de lister 80% des actions que vous faites chaque jour qui, au final, pour vous, ne seraient peut-être pas très utiles dans votre objectif. Je sais que c'est un travail compliqué, mais c'est le travail le plus important. Parce qu'il y en a forcément des actions que vous faites qui ne sont pas très utiles. Des actions genre rentrer sur les réseaux sociaux? Par exemple, moi, c'était Netflix, par exemple. Ou le matin, c'était avoir mon téléphone à côté de moi. Comme ça, je peux voir rapidement ce qui m'a appelé. Moi, maintenant, depuis 3 mois, j'ai mon téléphone qui est dans le bureau. Il n'est plus à côté de chez moi dans mon lit. Donc, le matin, quand je me lève, ma petite toilette, 30 minutes de sport, et je peux commencer à travailler. Et je ne perds pas de temps à naviguer, à scroller sur les réseaux sociaux, qui potentiellement pouvaient me prendre 20, 30, 40, voire 1 heure de temps de ma journée pour rien. Et ça peut être beaucoup d'autres choses. Donc, à vous de lister. Faut-il l'écrire en ligne ou Comment? faut-il l'écrire en ligne? Non, tu l'écris pour toi. Non, c'est pour toi. D'accord. C'est vraiment pour toi. Et il n'y aura pas de retour en groupe, parce que c'est des fois des informations qui peuvent être personnelles pour vous. Donc, c'est pour vous vraiment ça. Vous listez les points pour vous, honnêtement,
qui, au final, vous vous rendez compte que ne sont peut-être pas très utiles. Et ce qui est marrant, c'est qu'une fois qu'on a posé cette question, vous allez vous rendre compte que demain, vous allez vous rajouter des points supplémentaires dans la liste, et ainsi de suite. C'est dur, hein? Je sais. Moi, je n'arrive pas à trouver. J'ai trouvé vraiment 2 trucs difficilement qui tournent autour du même truc. Comment je pourrais t'aider? Alors, En fait, déjà tout au long de la journée, je suis assez dans l'optimisation. C'est-à-dire, genre, je mets la machine à laver, en même temps, je mets un truc sur le feu et puis je me balade avec mon dit. Je suis déjà hyper multitâche. Faudrait que je décide de lâcher certains projets, de dire écoute, je peux pas faire 50 000 trucs, c'est pas grave, j'en fais 2 et puis c'est tout. alors là, moi, pour moi, dans ce que tu dis, il y a deux aspects. Il y a cet aspect déjà où tu es multitâche, et donc potentiellement, en étant multitâche, est-ce que c'est une question que je te pose, tu ne surchargerais pas ta tête avec plein de tâches qu'il faut que tu gères en même temps? Ouais. Et donc, forcément, si tu les gères en même temps, tu es moins efficace dans d'autres tâches. Je sais pas, par exemple, je te donne un exemple, là maintenant que je suis confinée, il y a des journées où il y a des webinars que je peux suivre rien qu'en les écoutant, et il y en a pour lesquels je prends un papier, etc., et puis j'écris. Alors, les trucs que je peux suivre, par exemple, ben, je fais plein de trucs en même temps. Je fais tout ce que je peux faire en même temps. Tout. Plein. 3, Ah, 4. ça va, ça. C'est pas, non, je peux pas. Si tu peux, durant un webinaire, même une vidéo, faire plusieurs choses à la fois, ça va. Maintenant, je te dis, lorsque tu es en période de travail, si je puis dire ça comme ça, Non, je suis efficace. Je suis très efficace. Mais je suis fatiguée. Il faut que je décide de lâcher prise. Laisser tomber. Peut-être. C'est tes priorités, si je peux me permettre. c'est ça aussi, lâcher prise. Et ça me fait penser à un truc, je vais parler personnel, un truc notamment, c'est ma copine. Dès le début du confinement, il y a eu cette question de, vu qu'on travaille à la maison, forcément, elle devait, dans la même journée, s'occuper à la fois de la machine, faire la vaisselle constamment, et ainsi de suite. Alors, dès qu'il y avait un verre, il fallait forcément le laver. Donc, elle y pensait à chaque fois, elle ne travaillait plus. Et à la fin de la journée, elle était fatiguée parce que tout simplement, elle gérait tout. Je lui dis clairement, est-ce que le verre, s'il restait 2 heures de plus dans l'évier jusqu'à midi, ça aurait posé problème? Bah non, le verre aurait pu rester dans l'évier 2 heures de plus jusqu'à midi, et après midi, après manger, on fait la vaisselle totale. Sauf que pendant toute la matinée, elle pensait à est-ce qu'il y avait un truc dans l'évier, est-ce qu'il y avait ça qui était fait, et au final, son travail, elle se surchargeait la tête avec plein de tâches à faire en même temps. Finalement, elle s'est calmée sur ces points-là, et ça marche mieux. Est-ce qu'il n'y a pas cette notion peut-être de surcharge, comment on appelle ça? Mental. Surcharge mentale, qui fait Ouais. que potentiellement, tu as plein de choses en même temps sur le feu, je prends cette expression-là, Ouais. sur le feu, qui fait que tu penses à beaucoup de choses, qui est bien, parce que tu es multitâche, mais au final, quand tu es multitâche, ça veut dire que forcément, tu es un peu plus, quand je dis lente, c'est pas le bon terme, lente, mais c'est le terme que j'ai en tête, donc lente, j'ai d'autres actions qui sont plus importantes, parce que tu as trop de trucs en fait. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. J'ai trop de trucs en tête. Trop.
Et puis, Alors, la question que je peux te poser, c'est dans ces trucs que tu as en tête, qu'est-ce qui est pour toi prioritaire? Peut-être que pour l'instant, on va encore faire le 20-80 parce que c'était peut-être trop direct et trop direct et trop compliqué. Qu'est-ce qui est dans ces tâches que tu as en tête constamment qui est prioritaire, secondaire et qui vient ensuite en tertiaire? Par rapport à tous ces points que tu as constamment en tête, qu'est-ce qui est prioritaire, secondaire et qui vient ensuite? Peut-être que tu peux commencer par le décomposer de cette manière-là. ouais. Prioritaire. Est-ce que tu veux continuer un peu ou... Non, c'est bon, j'ai compris la logique. Ok, parfait. Richard, Oui. est-ce que tu as pu Alors oui, moi j'ai pu. lister 3-4 premiers points? Moi j'en ai listé plusieurs parce qu'en fin de compte, c'est des choses sur lesquelles je travaille. D'accord. Mais bon, comme les habitudes, ça prend du temps. Déjà, je me suis rendu compte que je passais un peu beaucoup de temps sur les réseaux sociaux dans le cadre un peu networking. Mais Ok. je trouve pour pas autant de résultats que j'espérais. Un peu tendance un petit peu, comment dire, non, ce que je faisais qui faisait moi perdre beaucoup de temps, c'était regarder les informations déprimantes, par exemple. Ça, c'était le truc qui me Oui. minait voilà. L'effet BFM? Voilà, par exemple, tu regardes BFM, tu deviens fou, tu n'avances plus. Pareil pour les séries, tu en parlais tout à l'heure, c'était des choses que j'aimais bien regarder, mais en anglais, c'est vrai, mais maintenant je le fais beaucoup moins, c'est juste pour l'anglais. Donc ça me fonctionne moins de temps. Et puis je le fais, c'est vraiment, je dirais, lorsque je suis en pause. Par exemple, je suis en train de déjeuner, je mange tranquillement, je regarde, j'en profite, je fais deux choses pour ne pas perdre de temps. Je sais que ce Parfait. n'est pas terrible pour la digestion, mais bon, ça permet d'économiser du temps. Surfer sur le téléphone, je le fais de moins en moins. Je commence à à le réduire. J'ai trouvé une application pour justement vérifier et contrôler mon D'accord. utilité. Donc, j'essaie de me déshabituer parce que j'ai un téléphone pour tout faire, pour suivre mes cours en ligne, etc. Donc, c'est vraiment un outil, comme en plus je voyage beaucoup, donc ça me permet d'être dans le train, de suivre des cours en ligne, des vidéos, etc. Mais des vrais cours payants, pas des professionnels. Ce qui fait perdre du temps et toute la journée, et à chaque fois, ça me déconcentre de mon travail. C'est des coups de fil intempestifs. Mais bon, on ne peut pas empêcher les gens de vous appeler. C'est pas possible, comme la porte ouverte. Si vous avez la porte fermée, vous êtes le pauvre con, mais on vous dérange et puis vous êtes perturbé pour vous mettre dans le travail, c'est difficile. Donc, toutes ces perturbations externes qui Comment sont tu gères très ça? fréquentes et qui font perdre un temps fou. Comment tu comptes gérer ça, par exemple, le fait que les gens te téléphonent, te dérangent? Alors, ce que je fais, c'est que je ne réponds pas, je rappelle plus tard. Ça Parfait. dépend à la personne, hein. Si je suis plus gradé, il attendra. S'il est plus gradé et que ça peut attendre, ça attendra. Si je vois que c'est urgent, je suis obligé de décrocher. Un peu un aspect hiérarchique où on ne fait pas attendre parce que si un chef appelle, c'est qu'en général, il a besoin de trucs tout de suite. C'est assez poussé chez nous.
Et puis, si c'est la porte, je suis occupé. Si vraiment je suis sur un truc à fond, je vais expliquer à la personne. Là, je suis vraiment sur un truc, je ne peux pas me décoller. J'irai la voir quand j'aurai fini. Ok. Mais ça dépend aussi de la personne aussi qu'on a en face, des rapports, de la susceptibilité des gens aussi. Le but, c'est pas aussi de froisser parce que les gens ne comprennent pas forcément les motifs et les raisons des uns et des autres. Donc, un peu de psychologie à ce niveau-là. Ok. Voilà. Bah, c'est ça qu'il faut faire, c'est apprendre à prioriser les Voilà. interactions. Ouais, Alors moi, je dirais même un truc sur le dernier point, facteur que tu as dit, sur la susceptibilité des gens. oui. C'est peut-être moi, hein, mais j'en suis arrivé maintenant à me dire que j'ai plus à prendre ça en compte. Parce que c'est trop facile après. Si les gens ils attendent une information là dans la seconde, non, j'ai pas le temps. Si tu t'énerves, j'en ai rien à faire, tu attendras 1 heure que je te réponde. Alors, c'est vrai. Déjà que j'essaye d'être pas trop. Je ne suis plus anticonformiste conformiste comme avant, c'est-à-dire que euh, mon image, c'est celle que je veux être. Je ne veux plus faire plaisir aux gens, mais à un moment, dans les rapports aussi au quotidien, dans la bonne ambiance d'une équipe, un moment, il y a un peu de compromis et on ne peut pas forcément le faire sur tout. Et si je le fais dans Non, tout, c'est pas ça surtout, tranche. mais si tu vois que la personne elle est habituée à te poser des questions et qu'en gros, elle peut très bien attendre la pause de Ah midi oui, pour avoir. je vais identifier le canard boiteux, hein, celui qui va venir tout le Parfait. temps, qui veut Ok, papoter. Je vais lui dire, bon, écoute, tu viens de voir, je te paye le café tout à l'heure, tu m'attends, dès que j'ai fini, je te c'est bip. ça. Ah oui, Parfait. non, ça, je ne vais Et il pas faut hésiter. identifier rapidement ceux qui peuvent te poser problème. Voilà, parce En termes qu'après, de si le temps. travail, je ne l'ai pas fini, le soir, je vais me dire, ah, j'ai pas réalisé ma journée, j'ai pas fait ce qu'il faut. Et je mets tout sur une fiche. Je l'utilise Trello pour planifier, comme disait un petit peu Emma, en Scrum, hein, ou en Kanban, avec mes différents tableaux. Je fais un peu comme un design, comment dire, un product backlog. Yes. Ce qui est prévu, ce que je dois faire, ce qui est en cours. Et puis après, à côté, j'ai fait une sorte de mon burn down chart dans la journée, avec les tâches qui arrivent, les tâches que je n'ai pas pu faire, les tâches que je dois prévoir le lendemain. Donc voilà, je fais Ok. un peu ça. Et j'avoue que l'agilité pour ça, ça m'aide pas mal. Ouais. C'est très bien, c'est très bien. Voilà, merci. Alors, bah, cet exercice, vous allez continuer de le faire, hein, parce que même moi, encore aujourd'hui, il y a des points des fois que je rajoute au fur et à mesure dans les trucs que je fais et qui ne sont pas très utiles. C'est pareil. Moi, les BFM et les séries, je les réserve qu'à 12h30, 13h30 quand je vais manger, Mm. en dehors. Sauf s'il y a une annonce qui est prévue depuis 3 jours, que le président va parler, et ainsi de suite. Je peux me couper dans la journée s'il est prévu qu'il parle à 15h. Mais outre cela, j'essaye, c'était pas facile au début, maintenant j'y arrive plus facilement. J'essaie de ne pas répondre. Même moi, des fois, ça peut m'arriver. Alors, c'est vrai que je ne suis pas dans ton cas, je ne suis pas militaire avec des responsables gradés qui peuvent m'appeler. Mais moi, des fois, ça m'arrive et je sais que mes soeurs, ma copine, ma femme qui n'aiment pas ça, des fois, je coupe le téléphone, je mets en airplane. Pour 3-4 heures Exactement. d'affilée, personne ne peut me joindre. Je n'ai pas de souci derrière, je leur expliquerai, même s'ils ne sont pas contents, je n'ai rien à faire. J'ai besoin de travailler. Alors, c'est vrai que je ne suis pas dans le même cas que toi, hein. Mais voilà, c'est aussi un truc que moi, je suis capable de faire maintenant parce que il y a 4-5 ans, je n'aurais pas pu faire ça parce que je me dis que si on m'appelle, c'est que c'est forcément important. Non, c'est pas forcément important, malheureusement. C'est les mails Moi, aussi, pareil. Oui, Gilbert, moi aussi, je fais la même chose. Je prends plus le téléphone, mais bon, je fais comme si je dis ah désolé, j'ai pas vu ton appel, tu m'as appelé, donc je fais un peu ouais. c'est ça. Après aussi, le problème des mails. Ah oui, ça, j'ai une Consulter les technique, ça, mails je fais. constamment. Ben, les mails, ils attendent, hein. Maintenant, au début, quand je les avais, je les ai encore sur mon téléphone. Les notifications perpétuelles où tu réponds de suite, oui, merci, Tu les bien coupes. reçu et Je les tout, coupe. ouais. Donc maintenant, non, ça y est, c'est fini, je m'en Parfait. fous, j'enlève ça. Et puis quand j'ai le temps, surtout maintenant, plus rien n'est urgent en temps de confinement. Alors là, quand j'ai un moment, c'est ça, je descends tout, raf, puis après, je fais rien. Ah, tu te Donc, vu rebelles, que là. ouais, ouais, ah ouais, totalement, ouais. Non, mais moi aussi, moi j'aimerais bien dire aux gens, écoute, ça me fait chier. Et puis, je vous dis, écoutez, je fais comme je veux. Mais bon, C'est ça. Je peux juste dire un truc? Vas-y, vas-y. ouais. Ouais, moi, j'étais comme ça aussi. J'étais happé par les mails. Il y avait les mails importants, les mails pas importants. Maintenant, ce que je fais, je me dis que si quelque chose est important, il y a trois façons d'intervenir. Soit on se déplace, soit on téléphone, ou soit on envoie un mail.
Et pour moi, le mail, c'est la chose qui n'est pas forcément la plus importante, qui ne nécessite pas d'avoir une réactivité immédiate. Et donc, ce que je fais, c'est que je regarde mes mails maintenant que 2 fois dans la journée, D'accord. c'est-à-dire à peu près une demi-heure avant d'aller déjeuner. Parce que voilà. Et le soir, à peu près 1 heure avant de terminer. Comme ça veut dire que je consacre les gros places de travail. Alors, j'ai la chance de pouvoir faire du sport de 7h à 9h le matin. Ça fait partie. Mais après, opérationnel jusqu'à 11h. 11h30, je réponds aux mails, les coups de téléphone. Je reviens l'après-midi, je retravaille coup de collier jusqu'à au moins 16h, 17h. Et puis après, le reste. Ok. Si j'ai de la chance, je termine à 16h30. Si je n'ai pas de chance, 21h. Ok, ok. Bah, non, vous êtes déjà sur la bonne voie, donc vraiment continuer progressivement à acheter des points dans cette liste de tâches qui quasiment, entre guillemets, ne servent à rien. Je ne vais pas me permettre de vous dire que ça ne servira forcément à rien, donc c'est vraiment, ça va être à vous d'évaluer par rapport à ça. Alors, test and learn. Point important dans cette phase, c'est d'arrêter, et j'ai répété une troisième fois, d'arrêter de trop penser avant de faire. Le plus simple, c'est de tester et de voir ce qui se passe derrière. Alors, sauf si, bien entendu, il y a question de vie ou de mort derrière, on va réfléchir un peu avant, un peu plus longtemps. Mais le but, c'est ça, c'est quand même test and learn. J'ai une idée en tête, je teste directement et j'apprends par rapport au retour, j'analyse. Comme ça, les fois suivantes, je vais pouvoir tout simplement améliorer mon test, si je veux dire ça comme cela. Le but, c'est quoi? C'est d'arrêter de trop penser avant de commencer à faire. Et malheureusement, cette phase de « je pense avant », c'est ça qui génère de la procrastination. Donc, moi, l'exercice que j'aime bien faire pour cela, que je propose de faire et d'appliquer, donc c'est encore un exercice que vous allez devoir appliquer pendant au moins 1 semaine, 2 semaines avant que ça devienne un automatisme. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, on dit qu'en général, il faut 21 jours pour qu'une tâche devienne un automatisme, on dit. C'est un peu faux, ça, d'après les études. Comment? Aujourd'hui, d'après les études, c'est un peu faux. Parce que, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. oui, Moi, c'est ça, on dit 21, il y en a qui disent rapide, 28. Après, maintenant, ça va jusqu'à 66, 91 jours en fonction des études même moins. américaines. Même moins. Voilà. Ça dépend des gens. C'est ça. Ça dépend vraiment des gens. Mais l'idée, c'est ça, c'est que vous allez apprendre à se donner 3 secondes et je lance mon action. J'arrête de réfléchir, je me lance directement. Et c'est ça qui compte. Donc, le travail que j'aimerais que vous fassiez, c'est quand vous allez vous identifier dans vos tâches qui restent, les 20%, des actions où vous pensez un peu trop avant, les fois d'après, vous donnez 3 secondes et vous vous lancez. Même pour tout le reste. Dès que vous imaginez, vous arrivez à, alors, pour ne plus être schizo, mais dès que vous voyez que vous avez passé plus de temps à réfléchir à une action avant de la faire, je lance, je teste. Je pondère, il ne faut pas qu'il y ait une question de vie ou de mort derrière non plus, hein, mais je me lance directement. Ça, couplé avec le principe de Pareto, vous voyez qu'on est déjà beaucoup plus dans l'action et dans la réalisation que dans l'attente de se dire comment je vais pouvoir faire ci et pouvoir faire cela. Oui, une fois que vous aurez fait ça, parfois vous allez vous tromper et vous planter. Ce n'est pas un problème. Je sais qu'entre autres en France, l'échec est un gros problème pour beaucoup de personnes. On préfère ne pas faire parce qu'on a peur de l'échec. L'échec fait partie de la vie. L'échec fait partie du projet et c'est normal. Donc, vous allez parfois vous planter, mais c'est normal. Il ne faut pas en avoir peur. Alors, je ne sais pas comment c'est en Tunisie, si c'est un principe aussi qui est habituel, les gens ont peur de l'échec, mais je sais qu'en France, c'est un point vraiment très important, les gens ont peur de l'échec. Ah oui, absolument, c'est clair. Moi, je dis, d'ailleurs, ça commence au niveau de l'éducation, tout petit, on nous dit, attention, tu vas tomber. Ah non, ça apprendra. Bah ouais, c'est le fail fast, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est typiquement latin, on va dire par rapport aux anglo-saxons. C'est culturel. Ouais. Mais les jeunes d'aujourd'hui sont plus
c'est pas comme nous, en fait. Ils sont plus dans, ouais, je teste, pas, ça marche pas, ça n'a pas marché, c'est tout. Ouais, Donc, ils ont, voilà, c'est l'éducation à l'école, à la maison. Il faut vraiment que, ouais, on apprenne à leur dire que l'échec n'est pas une fatalité. Ouais, c'est ça le terme, c'est pas une fatalité. Ouais. J'ai un Pardon, je bon, t'ai interrompu. j'ai un bon exemple. C'est Thomas Edison qui a inventé l'ampoule, entre autres. 1000 Il a fois. fait plus de 10 000 essais. Ouais. Pour certains, il a commis 10 000 erreurs. Pour lui, il a trouvé 10 000 façons de ne pas réussir à l'allumer, son ampoule. Yes. Donc voilà. Yes, yes. Donc ça, c'est un point très important. Alors, même ça, on se dit, hein, mais moi, ça m'arrive, hein, des fois, je me dis, est-ce que je vais pas me planter? Non, tu fais, tu verras bien. C'est ça qui compte. Bah, au pire, tu t'améliores. Hein. Et tu t'améliores au final, parce que, comme je dis, si c'est pas une question de vie ou de mort, tu peux qu'apprendre. Ben ouais. Tu ne peux qu'apprendre. Donc l'exercice que je vous demande de faire, c'est ça. Bon, c'est d'apprendre à le faire beaucoup plus fluide, de manière beaucoup plus fluide. C'est dès que vous voyez que vous passez plus de 3 secondes à réfléchir à un truc, faites-le, vous verrez bien si ça marche ou pas. Alors, certains vous diront 3 secondes, d'autres 5 secondes. Alors, je ne suis pas là pour chipoter sur les chiffres. Moi, pour moi, c'est 3 secondes. D'autres experts, d'autres gourous, d'autres personnes qui vont s'autoproclamer experts vont vous dire 5 secondes, d'autres 1 seconde. Je ne suis pas là pour ça. Moi, je vous dis, voilà, la méthodologie, vous connaissez le principe, c'est de se lancer rapidement, de ne pas avoir peur de l'échec. Après, si ça prend 3 secondes ou 10 secondes pour vous, ça prendra 3 secondes ou 10 secondes. Non. C'est juste que le 3 est un chiffre magique, donc j'ai bien aimé ce chiffre de 3. Alors, to-do list, je vais passer assez rapidement parce que si j'ai bien compris, c'est des trucs que vous pratiquez déjà. Oui. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Dans la session que j'ai eue il y a 2 semaines, par exemple, les gens ne pratiquaient mais absolument pas le to-do list. Donc, ça dépend vraiment des groupes que j'ai. Donc là, c'est très bien, j'ai un groupe qui connaît déjà ce que c'est une to-do list et qui pratique déjà. Donc, je vais pas vous expliquer le principe des to-do list. Le seul point que, par contre, je vais vous demander de mettre l'accent dessus et de faire attention, c'est lorsque vous mettez des tâches, assurez-vous de définir un temps requis pour chacune de ces tâches. Ne faites pas juste, je mets une tâche et c'est fini. Mettez-vous, cette tâche, elle doit être finie dans 1 semaine, dans 3 jours, dans 1 mois, et ainsi de suite. Je connais ça. La théorie de Parkinson. Et fixez-vous des objectifs en priorisant d'abord ceux qui sont à court terme, ensuite à moyen terme et ensuite à long terme. Pour quelle raison? C'est ce que appellent les Américains les wins. Quand on commence à faire des tâches à court terme, c'est des tâches qu'on peut faire assez rapidement, généralement. Et ça donne un petit boost d'énergie. J'ai réussi à faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Donc, je vais pouvoir faire ça, ça, ça qui suit ensuite. C'est qu'on propose de fixer d'abord les objectifs à court, puis à moyen, puis à long terme. Et bien sûr, être réaliste. Ça, c'est le risque. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose auquel vous faites attention, c'est de se fixer trop de tâches dans la journée. C'est le cas. Je sais, ça peut être. Moi, je préfère faire l'inverse. Je me fixe moins de tâches. Et si à 15 heures, j'ai fini toute ma liste, super, mazel tov. Je me rajoute la liste du lendemain. C'est mieux de faire ça comme ça que de se fixer une liste trop importante et arriver à 21 heures, pour prendre ton exemple. Waouh, j'ai fait que la moitié. On est déprimé, on est découragé, et ainsi de suite. Donc ce point, alors qui a inventé la règle des 3 secondes? Alors la règle en effet en question, je l'ai reprise de Tim Ferriss. Mais après, lui, je pense qu'il avait dit... non, il avait dit 3 secondes aussi. Mais après, en faisant mes propres recherches, je me suis rendu compte que beaucoup avaient leurs propres chiffres magiques derrière. 3 secondes, 5 secondes, et j'en passe. 5-second rule, je crois, ou un truc comme ça. Ouais. Mais je peux intervenir? Vas-y. J'ai bien aimé... Attends, j'ai bien aimé quand tu disais que les tâches, il faut leur donner un temps, parce que ça m'a permis de me souvenir d'une règle que j'ai tendance un peu à oublier, mais là, le fait que tu en parles, elle est revenue à mon esprit, c'est la loi de Parkinson. Parkinson, c'est en fin de compte,
C'est la dilatation du temps. Bah, c'est un peu ce que tu disais. C'est que si une tâche, on dit on va la faire et puis on lui donne pas une limite de temps, et ben, le temps a tendance à se dilater, à Ah augmenter, oui, à durer. Donc, c'est une des deux lois avec Pareto qui sont connues dans ce domaine. Et voilà, c'était la loi de Parkinson. Ok, merci pour le nom en tout cas, je ne connaissais pas cette loi, mais le principe c'est ça, ouais. Il faut se donner un temps max. Je me le note pour aller la revoir. Ouais. Merci. Alors Emma, est-ce que c'est quelque chose que tu fais, tu vois, des tâches, des listes de tâches, je pense que si j'ai bien compris, tu le fais déjà. Ouais. Est-ce que tes listes de tâches, elles sont un peu trop chargées ou pas? Elles sont à charger, ouais, mais je m'organise pour tout faire. Tu veux que je te dise, depuis le confinement, j'étais super contente. Moi, je suis confinée depuis le 10 mars. Eh bien, je suis au minimum, disons. Par exemple, aujourd'hui, c'est simple. J'ai une formation de 9h à 13h. Après, à 13h, je déjeune, je prépare, etc. Non, de 9h à 11h. De 11h à 13h, je fais tout ce que je dois faire à la maison. De 13h à 15h, je continue mon autre formation parce que c'est en deux parties. De 15h à 17h30 ou à 18h, j'avais un cours. Et là, j'ai descendu le chien en une demi-heure. Et là, je remonte pour mon webinaire. Et après, j'ai un site web que j'ai entamé. Et donc, je vais avoir une petite séance de travail après. Donc, Okay. je me dis, mais là, Et hors confinement? hors confinement, Hors confinement, tes listes de tâches, elles sont comment généralement? pareil, je m'organise, je suis beaucoup dans l'optimisation. Par exemple, je me dis, tiens, je vais aller dans le quartier, je ne sais pas quoi. Ah, bah, je vais profiter pour emmener mes affaires chez le tailleur, mes chaussures, mes je ne sais pas quoi et tout. Et après, demain, puisque je vais aller dans un autre quartier, donc je vais avoir, ah, bah, c'est bien. Comme ça, je suis toujours dans l'optimisation. Et du coup, j'essaye, comme beaucoup de femmes d'ailleurs, pour faire 50 000 trucs en un temps limite. Mais c'est vrai que c'est pas bien pour la charge mentale, quoi. Ouais. Et maintenant, par contre, je m'oblige, j'essaye avant, quand je me mettais le soir au lit, je me disais, tiens, demain, je fais ci, je fais ça. Non, non, il faut Ouais, que tu te libères l'esprit. voilà. On va Maintenant, en je parler me après. dis, voilà, demain, j'aurai le temps C'est ça. de faire ce qu'il y a Demain à faire. est un autre jour. Oui, Sinon oui. dans la matinée, ouais, absolument, c'est dur. Ouais. Mm. Alors, autre point important, prévoir les imprévus. Ça arrivera. Il y aura toujours des imprévus. Prévoyez-vous dans le temps que vous allouez à des tâches un petit temps d'imprévu. Moi, par exemple, j'aime bien rajouter toujours plus 20%, plus 30%. Je sais très bien que les 30%, je ne les ferai pas. Parce que je m'assurerai pour arriver à terme et réaliser la tâche dans le temps imparti. Mais prévoyez toujours un petit imprévu. Pour quelle raison surtout? Pour que vous ne soyez pas, lorsque l'imprévu survient, stressé, énervé à vous dire « Merde, 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 il faut que je le fasse ». Non, je l'avais prévu qu'il y aurait potentiellement un imprévu. Ouais, c'est confortable en fait. Ouais. Mm. Donc, prévoyez toujours un imprévu. Moi, je vous l'ai dit, hein, moi, je rajoute toujours plus 20 ou 30%, parce que je sais très bien que quoi qu'il arrive, je ne dépasserai jamais un tiers de plus. Sinon, c'est que la tâche n'est pas très précise. Et je reviens sur le premier point que je n'ai pas dit à l'oral parce que pour moi, c'était clair. Elle n'est pas précise. Donc, je n'ai pas suffisamment décomposé. C'est que j'ai eu plus de choses à faire parce que lorsque j'ai écrit ma to-do list, je n'ai pas été clair et précis avec moi-même. Et quand on est précis, normalement, les imprévus, ils ne dépassent pas plus de 20-30% du temps. C'est que potentiellement, quelqu'un ne nous a pas répondu à temps ou que lorsqu'on a voulu, on s'était dit qu'on allait trouver l'information sur ce site ou sur cette ressource ou sur ce livre. Finalement, on n'a pas trouvé l'information et ainsi de suite. Ça peut être beaucoup de raisons, mais les imprévus sont possibles. Il faut les prévoir. Alors, le point qui vient après, parce que là, comme vous voyez, j'ai 6 points dans ma liste. Le 7e point, c'est que quand vous créez une to-do list, il faudrait que chacune des tâches que vous mettez, en fait, se transforme en bonne habitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, quand vous fixez des tâches, évitez de vous surcharger de travail. Il faut mieux en faire un peu tous les jours que de se dire pendant 7 heures, je vais me blinder. Dans mon domaine, par exemple, je suis UX, entre autres, et je dois souvent faire des enquêtes utilisateurs pour des clients. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire appeler les utilisateurs, poser des questions,
faire un compte-rendu, puis faire ce qu'on appelle un persona par la suite. Pourquoi je vais me surcharger ma journée à appeler 10 personnes d'affilée et quand je vais commencer ma journée, je vais me dire « Oh putain, j'ai 10 personnes à appeler. » J'y vais à reculons. Le mieux serait de me dire que chaque jour, j'appelle que 2 personnes. C'est déjà beaucoup plus souple pour moi, pour mon esprit, pour ma charge mentale, que de me dire j'ai 10 personnes d'affilée à appeler. Je me crée une bonne habitude pendant 5 jours. J'appelle 2 personnes. Écoute, moi j'ai pensé à ce truc-là, mais en fait, voilà mon opinion, je sais peut-être c'est faux, hein. Quand j'appelle 10 personnes, en fait, je prends le pli et je deviens plus rapide, je deviens plus. C'est-à-dire, j'ai de l'expérience, je commence à être. Je suis meilleure au bout de la 9e, 10e personne, c'est clair, plus productive. Alors que quand tu es tous les jours sur un petit truc, après le lendemain, tu te remets dans l'histoire, c'était quoi déjà et qu'est-ce que je dois faire et bon, ouais, oui, c'est vrai, c'était ça que je dois faire. Tu as un moment de latence où déjà tu dois te remettre dans le bain de où est-ce que tu t'es arrêté, etc. Donc personnellement, c'est pour ça que je préfère abattre des choses et c'est pour ça que je suis souvent dans des tâches qui sont Donc toi, dans le même style. la partie en fait, préparation de ce que tu as à faire te prend plus de temps chaque jour quand tu décomposes. Non, par exemple, j'ai un rapport, j'ai un rapport de mission à faire. Ouais. Ok. Mais ce rapport de mission, je me dis pas tous les jours je me prends 2 heures. Parce que quand je prends personnellement, ça c'est mon mode de fonctionnement, si je passe la journée dessus, je sais que je suis concentrée, au bout d'un moment ça chauffe, c'est comme le diesel, tu vois, puis il y a des idées qui viennent, et puis ça commence, et puis ah ouais, mais etc. Et je commence à noter dans tous les sens, etc. Alors que si tous les jours, je me dis, allez, voilà, je vais reprendre mon rapport, c'était quoi, et je relis, qu'est-ce que j'avais mis, mais c'est nul, c'est n'importe quoi, etc. Je ne sais pas si tu comprends. C'est intéressant, c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu me dis, parce que moi, c'est plutôt l'inverse qui a toujours très bien marché pour moi et pour beaucoup de personnes que je connais, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a cette phase, oui, de je me remets dans le bain, si je peux dire comme ça, qui peut potentiellement prendre du temps. Et de reconcentration et tout. Alors après, ça dépend des tâches que tu as. Si tu as des toutes petites tâches qui s'arrêtent, c'est-à-dire des petites tâches qui ont un début et de fin très court, et puis après c'est tout, dans ce cas-là, oui, il n'y a pas de souci. Oui, moi, je parle de ça, je dis que chacune des tâches doit être précis et courte, précis et fixé dans le temps. Oui, mais ça veut dire que ce n'est pas des tâches que tu auras à refaire dans le même, qui demandent un même, tu vois. Tu me parles d'écrire un rapport, donc un rapport, c'est vrai que ça peut être une tâche très grosse. Donc moi, j'aurais décomposé les tâches, j'aurais même pas dit écrire mon rapport, j'aurais dit écrire l'introduction, écrire ensuite ça, écrire le chapeau, écrire la conclusion, écrire le sommaire des thèses, antithèses, voilà, je fais ça très académique. Moi, j'aurais décomposé beaucoup plus mes tâches. C'est vrai que je n'ai même pas mis dans ma tâche écrire mon rapport. Pour moi, ce n'est pas une tâche, c'est trop gros. Mais par contre, je comprends ce que tu veux dire. Et ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est lié au fait que la tâche est… Gilbert, pardon, je te pose une question. Quand tu prépares une formation, tu mets combien de temps pour la préparer? Voilà, par exemple, moi, j'ai des formations à préparer. Et puis, je mets des fois 2 jours à préparer une nouvelle formation. Une nouvelle formation? Ah ben oui. Ça me prend une demi-journée. Ah. Moi, ce que je fais, c'est que mes formations, déjà, c'est toujours… Non, une nouvelle formation. C'est jamais… Demain, on ne me demandera pas de faire la physique quantique, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas mon domaine. On me demandera, par exemple, de faire une nouvelle formation sur Scrum Master, par exemple. C'est un truc que j'ai déjà fait, mais que je peux améliorer, ainsi de suite, ou sur XP. Je reprends toujours des trucs que j'ai déjà. Bon, par exemple, une formation que j'ai faite déjà sur 2 jours, par exemple la gestion de conflits, qu'on me demande sur 5 jours. Ça ne me demande pas une demi-journée, hein, ça c'est clair. Avec les ateliers, les exercices, la mise en situation, je sais pas moi, la décomposition, etc. Moi, en tout cas, en formation, j'ai une règle. Il ne faut pas que la préparation dépasse le tiers du temps de la formation. Sinon, c'est que je ne suis pas rentable, déjà pour moi.
Et ensuite, parce que c'est qu'il y a un problème pour moi, c'est qu'il y a un souci dans ce que j'organise, en fait. Pour quelle raison? Parce que je pars du principe que les formations sont interactives et participatives, et en fait, ceux qui produisent le plus, c'est les participants, pas moi. Ça, c'est ma vision de la formation. Après, je sais que les formations ne sont pas d'accord avec ça. C'est ça que Non, moi je suis d'accord avec toi Donc, totalement. voilà, il faut vraiment que c'est les participants qui participent le plus. Et dans ton cas, gestion des conflits, moi, ça me fait penser à une formation 6 chapeaux de Bono, par exemple, ou d'autres formations de ce genre que j'ai déjà animées. Je passe pas plus de. Non, pour une formation de 5 jours, je ne passerai pas plus d'une journée, une journée et demie pour la préparer. Pour quelle raison? Parce que moi, je donne les lignes directives. Et ensuite, en gros, les consignes, on peut un terme plus académique encore, hein, les consignes. Et ensuite, non, mais attends, on ne parle pas de la même chose. Toi, tu as déjà un mini-bloc. La gestion de conflit, il y a 36 trucs dedans. Tu vois, moi je te dis, c'est comme si tu faisais quelque chose sur les méthodes agiles, voilà. Ouais. Et que tu dois parler de Scrum, de Safe, etc., tu vois. Ouais. Et que, c'est-à-dire de parler de plein de choses en même temps et que tu dois approfondir parce que tu as un public qui est très, par exemple, qui est déjà professionnel, etc. Donc, par exemple, prenons le cas, tu as dit ça te prend 1 jour et demi. Les 1 jour et demi, tu les fais comment? Tu les Alors, fais à la file? on va être beaucoup plus concret parce que c'est ce qui se passe maintenant. Ce matin, on m'a appelé à 9h30 pour que je fasse une formation la semaine prochaine, jeudi, vendredi. Non, mercredi, jeudi, parce que finalement, on s'est rendu compte que le vendredi était férié. Donc, jeudi, vendredi sur Scrum Master. Sauf qu'ils veulent un programme adapté parce qu'ils ont des développeurs et ainsi de suite. Donc, moi, c'est 2 jours. Je ne passerai pas plus d'une demi-journée à préparer. Pour quelle raison? Ils ont déjà des compétences, d'après ce que j'ai compris. Moi, ce que j'ai compris de ce que les gens recherchent en formation, ce n'est pas du top-down. Ils ne veulent pas un truc descendant où quelqu'un va leur expliquer et ils vont se taire et ils vont dire Amen. Donc, je vais les faire pratiquer, je vais les faire rechercher. Mais moi, j'ai quoi comme objectif? De les guider. Je suis là pour les guider dans la bonne direction. Et quand je vois qu'ils sont plus dans la bonne direction, je les remets dans le droit chemin, si je peux dire comme ça. Donc, moi, ce que j'ai préparé, j'ai prévu de le préparer un peu demain, ou non, un peu dimanche et un peu lundi plutôt. Donc, une demi-journée, grand max. Donc, peut-être 2 heures, 2h30, 2h30, 2h30 lundi. Je vais mettre en place le cadre pour m'assurer que je leur transmets, moi déjà, les premières informations importantes, et 2, que je mette les consignes des ateliers pour qu'ils aillent chercher par eux-mêmes le reste des informations. Parce que les gens aiment bien aussi rechercher par eux-mêmes. Et à cette question de win, j'ai été capable de pouvoir trouver par moi-même quelque chose. Voilà comment je tourne les formations. Je ne suis pas là pour faire du top-down parce que je l'ai fait et je sais très bien que les gens, je les fais dormir des fois. 2, à la fin, quand je reviens 1 mois plus tard, ils ont tout oublié. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour t'expliquer qu'on est bien d'accord sur le principe, mais pour t'expliquer que des fois, quand un projet est plus gros, des fois, c'est difficile de le décomposer. Je suis d'accord. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vraiment ça le travail à faire et à réussir à faire, c'est de le décomposer et d'apprendre à faire. En tout cas, tu me parles de formation parce que c'est un truc que je connais, mais après, ça peut être d'autres sujets, bien entendu. De le faire, de te simplifier la vie. Voilà, j'envoie ce terme. De te simplifier la vie. Simplifier la vie avant et pendant. La question que je te pose, c'est toi, quand tu prépares quelque chose de ce genre, que ce soit une formation, même tu disais un rapport pour un boss ou un client, est-ce que tu te simplifies la vie au final? Oui. Tu veux que je te dise, moi, comment Vas-y. je fais mes formations? Richard, j'espère que c'est pas un... Non, c'est pas un monologue, mais j'écoute. On apprend Voilà. autant, des fois. Alors, attends, est-ce que tu vas arriver à regarder ça? Alors, déjà, il y a un process qui se passe dans ma tête, parce que moi, je suis formatrice et moi, je fais de la formation dans beaucoup de domaines, c'est-à-dire c'est la gestion de conflits, c'est la prise de parole en public, ça peut être Scrum, ça peut être l'agile, il y a plein de trucs qui sont un peu, qui peuvent être, c'est du marketing, alors est-ce que tu vois mon tableau? Tu te fais un tableau, d'accord. Je me fais un tableau des post-it, là j'ai 2 journées, et chaque journée, j'ai 2 demi-journées. Donc, dans chaque demi-journée, donc j'ai des concepts, je mets mes concepts, comme tu dis.
et je conçois mes petits ateliers. Parfait. Et puis, je mets les choses que je dois absolument faire. Tu fais ton Par déroulé exemple, pédagogique. D'accord, c'est ton déroulé ouais, pédagogique. Ok, d'accord. voilà, exactement. Et donc, je commence à mettre ça et puis j'enrichis. Puis au fur et à mesure, je me dis, bon, finalement, j'aurai pas le temps de faire ci, etc. Mais c'est surtout, ça download dans ma tête beaucoup. Donc, et puis après, je mets mes petits post-it, etc. Donc, mais des fois, ça peut durer longtemps. Honnêtement, Ah, d'accord. Donc, en fait, je vais essayer de formuler. Dis-moi si c'est bien ça. En gros, la phase inspirationnelle pour pouvoir trouver les éléments dont tu as besoin, c'est ça qui te prend du temps, en fait. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ok. Oui, ça dépend de chacun. Oui, cette phase inspirationnelle peut prendre du temps, ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, Et c'est pour ça que ça ne vient que quand tu es vraiment lancé personnellement, hein. C'est-à-dire, quand tu es bien lancé, tout d'un coup, personnellement, j'ai mille et une idées, je me dis, tiens, je vais prendre tel truc qui pourrait m'aider dans ceci, etc. Mais sinon, si je décompose, non. Je ne sais pas, Richard, si c'est la même chose pour toi ou pas. Est-ce qu'il y a des choses que tu arrives à décomposer comme ça? Euh, Moi, j'aime bien, effectivement, quand je fais, parce que j'ai été aussi formateur, j'aime bien avoir un déroulé pédagogique. Et je prends pas mal de temps parce que j'aime bien donner un support. Alors, le but, c'est qu'ils aient un complément d'information. Mais effectivement, c'est d'éviter de faire du top-down pendant la formation. En même temps, c'est surtout le support qu'on donne un accompagnement pour que les gens puissent nourrir un peu leur réflexion. Parce que tout dépend après de la génération qu'on a en face de nous. ouais. Si on a des jeunes, effectivement, ils ont envie de chercher. C'est un peu comme des développeurs, des codeurs, voilà. Ils vont sur Internet, ils vont googler tout ce qu'ils veulent trouver. Les autres, non. Ils attendent qu'on leur donne des pistes, qu'on leur donne des éléments, qu'on leur montre, qu'on fasse à leur place. Donc, il y a des gens qui sont demandeurs. Et à la fin, c'est un peu comme pour les webinaires ou autres. On veut avoir un support qui nous permet de retrouver tout ça assez facilement parce que si après la formation, on n'a pas un suivi, on n'a pas une trace écrite, il y a quasiment tout qui va s'envoler le lendemain, quoi, Oui. si on ne le revoit pas. Donc, je pense qu'effectivement, le déroulé pédagogique est important, la prise en compte du support aussi, parce que j'ai souvent vu, alors je dirais même toute population confondue, hein, chez nous, qu'on forme des gens de 18 ans, même jusqu'à 50 ans, ils aiment bien 55. avoir le support derrière, qu'il soit électronique ou papier, hein, c'est pas un problème. Mais je pense que c'est important. Maintenant, ça prend du temps. Plus on est pointilleux, plus on est perfectionniste, un peu comme moi, et ça prend beaucoup de temps. À un moment, il faut savoir se faire violence et J'allais y venir. Parfait, merci. Tu as employé le terme que je voulais. il faut se faire violence. Perfectionniste. C'est ça que je voulais dire à la suite. Donc, c'est une bonne transition. J'ai appris à ne plus être perfectionniste en formation. J'ai appris à ne plus être perfectionniste en formation. Parce que ça, en fait, je l'ai compris, c'est quelqu'un qui me dit, on aime bien quand tu nous bouscules, on aime bien quand tu nous fais réfléchir, on aime bien quand tu es avec nous. C'est aussi pour ça que je ne fais plus de top-down. Je ne cherche plus à être perfectionniste et m'assurer que je vais transmettre tout ce que j'ai à transmettre. Je préfère laisser les gens des fois avec l'idée de j'ai pas mal de choses, j'ai des bonnes fondations. Comment je vais continuer par la suite pour pouvoir voir ce qu'il y a après. Ça, c'est des fois, alors ça dépend des formations, hein. C'est pas toutes les formations, je ne peux pas me permettre de faire ça pour toutes les formations, mais des fois, c'est des formations où je suis là pour donner les bonnes fondations. Je ne suis pas là pour donner tout, parce que je ne peux pas être perfectionniste, je ne peux pas tout faire, je ne peux pas tout voir en 5 jours, je ne peux pas tout voir en 3 jours. Ça dépend des compétences et des domaines, hein. Tu me diras, prise de parole en public en 3 jours, moi, c'est fait, c'est plus ou moins torché. En 2 jours, une journée, non, je ne peux pas tout le faire. Donc, ça dépend après des modules et des formations que tu as gérées. Mais il faut apprendre, oui, à ne pas être perfectionniste. Et ça, c'est un truc sur lequel moi, j'ai plus de facilité parce que c'est un truc que j'ai appris à ne pas être perfectionniste. De manière générale, je ne suis pas perfectionniste, sauf que ça dépend des domaines. Il faut que tu apprennes à ne pas être perfectionniste. Je pense que c'est ça, en fait, le gros souci, c'est que, et tu l'as dit, hein, c'est à cette phase de inspirationnelle, j'emploie ce terme à nouveau encore, où tu cherches à vraiment tout transmettre. C'est bien, c'est très beau, c'est très noble, mais c'est la question que je me pose, est-ce que pour toutes les formations, c'est vraiment nécessaire? J'ai dit pour toutes les formations, parce que des fois, c'est forcément nécessaire à des domaines où il faut que tu donnes tout, parce que les gens ne pourront pas trouver ailleurs, c'est toi le sachant. Mais est-ce que pour toutes les formations, c'est vraiment nécessaire?
d'être aussi perfectionniste et de chercher à tout donner forcément? Pour moi, oui. D'accord. Bah, c'est une question qu'il faut que tu te poses et voir si cette réponse doit rester oui pour toutes les formations, tous les modules. Si, parce que c'est ce qui me ramène d'autres en fait, missions, hein. C'est clair. D'accord. Moi, les gens avec lesquels je travaille, ils arrivent sur des formations en inter Ouais. et puis après, ils m'appellent en intra. Oui, c'est normal. C'était de qualité comme nous tous. Hein. C'est ça, ouais. Non, mais je veux dire, il y a des gens à qui je ne plais pas, ça c'est clair. Ouais. Et puis, je vois, c'est-à-dire, ils disent, ouais, il manque, c'est-à-dire s'il y a des gens qui peuvent penser qu'il manque des choses ou bien qu'ils auraient fait ça différemment, ben forcément. Donc, je me dis, la difficulté, c'est quoi? C'est en fait de faire cette première structure qui prend du temps, la globale. Qu'est-ce que tu veux mettre dedans? Oui. Mais moi, cette structure, c'est le client qui me dit ce qu'il veut. C'est vrai que je prends toujours du temps. Là, j'ai pris 20 minutes ce matin parce que ça a été rapide. C'est un module que je connais, Scrum. Mais si ça prend 1 heure, ça prendra 1 heure. C'est le client qui me dit ce qu'il veut et c'est lui et c'est avec lui que je fais la structure. Une fois que moi, en fait, c'est un truc que je me fixe. Une fois que j'ai fini l'appel avec le client, si j'ai pas ma structure, c'est que j'ai mal fait mon appel. Alors, je sais pas pour toi, c'est comment ça fonctionne, hein, parce que moi, l'avantage, c'est que je peux appeler les clients avant, ou en tout cas les personnes qui seront en formation, parce que des fois, les clients n'est pas la personne qui sont en formation. Bon, moi, je me dis que si je sors de cet appel et que je n'ai pas ma structure de ma formation sur 2-3 jours, c'est que j'ai mal dirigé mon appel. Pour quelle raison aussi? Parce que c'est un truc que j'aime bien faire en début de formation quand je suis en présentiel, c'est qu'est-ce que vous voudriez savoir faire d'ici la fin des 3 jours? Normalement, ce qu'ils me donnent comme point, c'est exactement les mêmes points qu'ils m'ont donné avant par téléphone. Donc pour moi, ça permet de pouvoir m'assurer que j'ai préparé quelque chose qui matche avec leurs besoins. Et quand sur la fin de la formation, je leur demande qu'est-ce que vous avez appris et est-ce qu'on peut comparer par rapport à ce que vous m'avez dit déjà en début et avant, durant l'appel. Moi, pour moi, la structure, elle est créée durant cet appel. Alors, c'est moi, hein, à toi de voir si tu peux prendre cette information et en faire quelque chose pour toi. Mais pour moi, la structure, c'est en fait un truc que je me donne pour savoir si j'étais bon ou pas. Si à la fin de l'appel, je n'ai pas ma structure en tête claire de la formation, c'est que j'ai mal dirigé l'appel, je n'ai pas posé les bonnes questions au client pour qu'il me dise ce qu'il veut que je fasse jour par jour. Après, le contenu, ce n'est pas lui qui me dira, parce qu'il m'appelle pour que je le forme. Ouais. C'est lui qui me dit, c'est lui qui me fixe la structure. Donc en fait, oui, cette phase que tu abordes, moi je la fais plus parce que en fait je me dis que c'est durant l'appel que je dois la faire. Ouais, mais moi c'est pas grave, on va pas rallonger, mais c'est pas moi qui en fait démarche. Ça c'est le problème. Ouais. Oui, bah là ça m'est arrivé avec des clients, j'impose maintenant, j'impose, il faut que j'appelle le client. C'est impossible. Parce que le commercial, lui, il vend quelque chose. C'est facile pour lui. Donc ça, c'est par contre un conseil qui sort du cadre de ce webinaire. Il faut que tu imposes à tes clients de parler au client final. Ça, je l'ai compris bien trop tard malheureusement. Je fais que depuis 3 ans. Mais oui. Le commercial, même s'il est gentil et très sympathique parce qu'il m'apporte du client et du chiffre d'affaires, il ne connaît pas de quoi je parle. Et je vais parler. Alors, on va avancer parce qu'il y a quand même 21h et des familles à gérer derrière. Donc, on va avancer, mais voilà, c'est peut-être le conseil que j'ai en termes de formation, c'est ça, c'est le dernier conseil. Je te demandais, est-ce que tu as besoin d'être perfectionniste sur tous les modules? Et 2, essaie de parler au client en amont. Parce que tu fais beaucoup de suppositions, malheureusement. C'est ça qui m'avait posé problème, moi, quand je n'avais pas le client en face de moi, avant. Je faisais des suppositions sur ce qu'il voulait. Et je perdais du temps à me faire des suppositions. Et donc, je structurais par rapport à ces suppositions. Si je l'ai, le client, et que je lui parle pendant même 1 heure, j'ai plus de suppositions. C'est lui qui me dit ce qu'il veut. Après, les contenus, c'est à moi de les agencer. Ouais. Après, je ne sais pas qui sont tes clients. Hein. Si tu es des centres de formation, des écoles ou autres, hein, il faut que tu vois comment tu puisses gérer. Parce que si des écoles, c'est plus compliqué, je m'en doute. Mais si c'est un centre de formation, il faut que tu imposes de parler.
Après, si le client te dit oui, mais parce que j'ai peur que tu me le piques derrière, oui, peut-être, mais si je fais une formation de merde, le client ne viendra plus chez toi après derrière. Donc, c'est toi qui décides. Ouais. C'est toi qui décides. Ok. Et au final, ils acceptent tous. Hein. Moi, je l'impose. Depuis que je l'ai imposé, personne ne m'a dit non au final. Hein. Mais j'ai dû l'imposer. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. J'ai dû l'imposer. Alors, déléguer et automatiser. Alors, cette slide, elle est beaucoup plus lorsque j'ai des entrepreneurs durant cette formation, parce qu'eux, ils peuvent déléguer des tâches. Dans le cas de formateur où c'est plus compliqué de déléguer. Mais l'idée, c'est d'expliquer qu'il y a des tâches qu'on ne pourra pas tout faire nous-mêmes. Donc, il faut apprendre à demander de l'aide. En gros, c'est ça qu'il faut savoir ressortir de cette slide. Il faut apprendre à demander de l'aide parce qu'on n'est pas forcément bon sur tous les aspects qu'ont notre projet. Donc, à moins que vous vouliez que je détaille encore plus cette slide, parce que tout le blabla que j'ai habituellement de dire, c'est d'expliquer les plateformes qui existent, mais c'est plus quand j'ai un profil d'entrepreneur devant moi. L'essentiel de cette slide, pour moi, c'est ça, c'est apprendre à demander de l'aide. Est-ce que c'est quelque chose que vous savez faire? Je sais que ce n'est pas facile toujours, mais c'est un truc qu'il faut apprendre à faire. C'est quoi ça? Ce sont des plateformes? Ce sont des plateformes où on peut trouver des gens qui vont faire pour pas cher en plus, des missions concrètes. Là, si j'ai un projet, par exemple, pour un client, soyons concrets, j'ai un projet comme dans mon cas du UX, par exemple. Les aspects recherche de clients par rapport à tel truc, par rapport à tel concurrent, ou je recherche de concurrents pour les benchmarks et autres, je n'ai pas à le faire. Je peux trouver quelqu'un qui va le faire pour moi, il me trouve les concurrents, et moi après, je vais auditer les concurrents. Moi, ça m'intéresse. Donc ça, c'est des plateformes qui peuvent vous aider. Maintenant, outre les plateformes et les outils, hein, l'état d'esprit, c'est de se dire, il faut que j'apprenne à demander de l'aide. Et ça, au début, c'est vrai que ça peut être compliqué. En tout cas, pour moi, c'était compliqué, peut-être pas pour vous, mais pour moi, c'était compliqué de savoir, de me dire, oui, je ne suis pas bon partout. Je ne suis pas bon partout, il faut que j'apprenne à demander de l'aide. Alors, ça, on ne va pas le faire parce que vous le faites déjà. On va passer à l'étape suivante qui est en fait la suite logique. Se simplifier la vie, en fait. Donc, je l'ai dit, donc on ne va pas passer plus de temps dessus. C'est une méthode américaine, hein, la méthode KISS, Keep It Simple, Stupid. Mais en fait, on dit américaine, mais ce n'est pas les premiers à l'avoir inventé. Hein. Léonard de Vinci le disait déjà avant. La simplicité, c'est la sophistication suprême. Et moi, j'aime bien aller beaucoup plus loin. Même dans mes compétences, dans mes domaines qui sont complexes, développement, base de données et ainsi de suite, j'aime bien prendre les gens qui sont autour de moi et leur expliquer. Et je le dis de manière beaucoup plus simple. Si à un gamin de 10 ans, tu expliques un concept, je ne parle pas de technique, même du concept, et qu'il n'arrive pas à comprendre, ce n'est pas que c'est compliqué, c'est que tu n'es pas capable de te simplifier la vie et de simplifier le concept. Einstein c'est que tu es mauvais. Hein. Comment? J'ai dit, c'est que tu n'es pas bon. Voilà. Il faut arriver à simplifier les concepts. Et tout le monde aime les choses simples. Donc, cette règle doit être une règle importante. Alors, si vous n'avez pas l'avantage d'avoir un gamin de 10 ans à côté de vous, c'est compliqué, mais il y a d'autres moyens de pouvoir tester si notre concept est simple, ou en tout cas s'il est expliqué simplement. Parce que ce n'est pas forcément que le concept est simple. Alors, être productif, c'est aussi des fois lié au fait qu'on n'arrive pas à se dynamiser tous les jours. Alors, dans votre cas, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément le cas. Donc, je vais passer rapidement. Il y a peut-être des pistes qui vont vous aider. Déjà, retrouver une respiration optimale. Donc, ce que tu m'as dit, Richard, avec la méthode Miracle Morning. Ça revient un peu à ça. Retrouver une respiration optimale dès que tu sens un coup de barre, un coup de blues, ce que tu veux. Ça revient à faire de la méditation ou d'autres domaines liés à la sophrologie, j'en passe. En tout cas, apprenez à retrouver une respiration optimale. Ayez une bonne alimentation. Je ne suis pas là pour vous expliquer qu'il faut manger 5 fruits et légumes, mais en gros, c'est ça. Ayez une bonne alimentation. Ah, si je peux me permettre. Vas-y. Et sur ce point 2, j'ai mis un post aujourd'hui sur mon LinkedIn
Ouais. et justement qui parle de comment le titre c'est Manger mieux pour performer, prendre soin de soi. C'est fait par l'Université de Strasbourg et c'est l'alliance entre une société de nutrition et un scientifique en biologie qui explique les raisons, le pourquoi et le comment d'avoir une alimentation, mais scientifiquement basée et qui donne des orientations. Non, c'est Homéostasie, alimentation, sport. Voilà. Richard Chetori, c'est ça? Cherchez Tori sur LinkedIn. Ok, parfait. Voilà, et je mets des choses aussi sur tout ce qui est des fois optimal, physique, personnel, efficacité. Donc ça m'intéresse. Voilà. Parfait. Jamais. Ah, mais clairement, ça c'est un point important. Alors, plus facile pour moi depuis le confinement, mais de manière générale, je suis indépendant, mais de manière générale, il faut apprendre à bien s'alimenter, ça c'est clair et net. Mobiliser les cervicales et faire de l'exercice. Étirement tous les matins. Comme toi, tu fais 2 heures, tu fais beaucoup plus que moi. Moi, je fais 40, 30, 45 minutes. Un peu d'étirement, de sport et d'exercice. Et comme malheureusement, on est souvent assis à notre table, des fois avec un écran sous les yeux ou devant notre nez, apprendre à mobiliser les cervicales et à faire des petits exercices, c'est intéressant parce que c'est très facile de se raidir et de commencer à ressentir de la fatigue à cause de cela. Dégagez votre esprit et libérez l'énergie de votre tête lorsque vous êtes en pause ou que vous allez vous endormir ou ainsi de suite. C'est compliqué aussi, mais dès que vous faites une pause, évitez de penser à votre travail. Quand vous allez vous endormir, évitez de penser au travail et à ce que vous allez faire le lendemain. Chaque phase est importante. Pour cela, moi, j'ai fait un truc très simple, c'est que le soir, je n'ai plus mon téléphone à côté de moi dans la pièce, dans la chambre. Mon téléphone reste dans le bureau. Et je me suis rendu compte que naturellement, je ne pensais plus à ma liste des tâches du lendemain. Ça, je retiens. En tous les cas, c'est bien. Ça m'a pris 5 jours, allez, 4-5 jours pour m'y faire et m'y tenir. Maintenant, c'est devenu naturel pour moi. Ouais. Alors, ma fiancée, ma copine, elle a essayé. Ça a duré 2 jours. C'est mort. Elle a repris le téléphone. C'est qu'elle n'est pas convaincue. Elle Peut-être. n'a pas vraiment envie. Elle Ouais. n'a pas envie, c'est ça, je pense. Ouais. Après, Moi, je sens que je vais le faire. Ouais. ouais, il faut essayer. D'accord. Tu fais ta to-do list. Et après, ok. En gros, tu Oui, tous les soirs. lâches tout sur écrit et après, tu ne penses plus. Voilà, parce que j'avais tendance, pendant que je dormais, ça revenait. Voilà ce qu'il faut que je fasse demain. Donc, je moulinais. Et puis, il fallait que je marque. Et je me suis rendu compte qu'en le marquant, tout de suite, c'était évacué et j'arrivais à mieux m'endormir. Non, Moi aussi, je fais la même chose. C'est très efficace, ça. Ouais. Ouais. Moi, ça me libère. Hein. J'ai noté ça aussi. J'ai noté. Faire une to-do list ce soir. C'est radical. Hein. Ça m'évite. Et après, si je dors pas, c'est parce que je pense à autre chose. Okay. Après, je t'ai mis une question aussi, c'était pour le sommeil. Ouais. Parce que j'ai cru comprendre tout à l'heure que Emma, c'était la charge mentale et peut-être un peu la fatigue. Moi, j'ai découvert un truc tout con, c'est une application que j'ai découvert en ligne parce que j'ai des problèmes de sommeil pour justement contrôler mon sommeil. Et ça s'appelle Sleep Cycle. Il y a la version gratuite et payante. J'ai la version gratuite. Hein, ça me permet, c'est vachement efficace. Ça me permet de contrôler mon sommeil. Ça me permet de voir mes phases d'endormissement et de réveil. Et ça me permet de mettre une horaire de lever pour que je me lève dans la phase la plus propice. Pas quand je suis totalement endormi, mais quand je suis en phase d'éveil. Pour que je me réveille au bon moment. D'accord. Et j'avoue que c'est terrible. Et la version gratuite me suffit. Vas-y, je laisse ton application sur le chat, comme ça, il pourra la voir. Moi, ça fait penser à l'application Calm. Sleep Cycle, voilà. Sleep Cycle, d'accord, ok. Super. En tous les cas, moi, ce que j'ai fait aussi qui est bien, c'est que je programme mon téléphone pour que à partir de 21h, toutes les notifications, le téléphone, etc., tout se met en veille de 21h à 9h, de 9h à 21h. Donc, du coup, des fois, je suis encore au téléphone à 21h et puis ça coupe. D'accord. Donc, du coup, et ça, c'est bien parce que ça me permet de me dire, tiens, 21h, c'est bon. Ouais. Et tant que tu lâches aussi. Ouais. Sleep Cycle, je vais regarder ça. C'est intéressant comme méthode aussi. Ok. Dernière méthode. Non, c'est pas dernière, c'est en tout cas de cette page. Les Douyin, c'est des automassages chinois
Ça aide un peu de se dynamiser les poignets, les tempes, le contour des yeux. Ça marche avec certaines personnes, d'autres non, ça dépend. Testez voir si ça peut marcher pour vous lorsque vous sentez un peu de fatigue. C'est un peu comme pour les cervicales, un peu d'exercice, d'automassage. Souriez pendant 1 minute. Ça, c'est comme pour les mots des accords Toltec. Chaque matin, au début, vous allez vous dire, j'ai l'air idiot, mais c'est important à faire. Devant votre miroir, vous vous souriez pendant 1 minute. Vous allez vous rendre compte que vous envoyez à votre cerveau des très bonnes ondes pour le reste de la journée. C'est vrai. Et devant le miroir. Devant le miroir. Écoutez de la musique qui vous motive. Ça, c'est à chacun de choisir sa musique. Et après, moi, ce que je propose à faire, c'est un truc que je fais lorsque je suis en formation. Des fois, à 13h30, au retour de la pause, après avoir bien mangé, je vois les gens qui m'écoutent. En fait, ils ne m'écoutent pas parce que dangereusement, ils se rapprochent de la table. Ben, je les fais dormir pendant 15 minutes. En tout cas, faire une petite pause. Une petite sieste. Ça peut surprendre, mais c'est utile. Ça marche très bien. Alors, des fois, je fais l'inverse et je les fais bouger. Donc, j'ai toujours une petite balle en mousse. Alors là, dans mon sac, une petite balle en mousse. Et je le lance à une personne qui le lancer de manière au hasard à une autre personne et ainsi de suite. Donc, tu dois être alerte pour ne pas te prendre la balle dans la tête ou dans le corps. Et les gens, ils sont beaucoup plus réveillés après. Alors, certains aussi, je sais que certains aiment bien les faire sauter, les faire danser. Après, chacun choisit sa méthode. Hein. Mais moi, c'est 2 méthodes que je fais. La petite balle ou 15 minutes de micro-sieste. Ça, c'est bien pour les participants, mais c'est aussi bien pour nous. Quand on travaille et qu'on a besoin voilà, une petite micro-sieste de 10, 15, 20 minutes, c'est toujours bien de le faire et de se relever après pour retourner travailler. Donc, essayez de pratiquer ça. Alors, que ça ne se transforme pas en 4 heures, hein. C'est juste le risque. Donc, mettez la petite alarme que ça ne se transforme pas en 4 heures de sieste. Alors, pour aller plus loin, on va continuer et finaliser un peu. Gérer ses peurs et ses émotions. Pour certaines personnes, je dis bien pour certaines personnes, l'improductivité, si je peux dire comme ça, ce barbarisme, c'est lié aux peurs et aux émotions qu'on se fixe et qu'on a. Admiration, amour, haine, désir, joie, peur, tristesse. On se fixe des objectifs qui sont soit trop gros, soit pas assez, soit je ne sais pas, soit on se dit on ne va pas y arriver. Ça peut être beaucoup de choses. Chacun est fait différemment. L'objectif de cet exercice, ça va être d'apprendre à les détecter pour pouvoir, dans le meilleur des cas, les éradiquer lorsqu'ils ne sont pas utiles par la suite. Sauf que anticiper une émotion, c'est compliqué. Personne ne sait le faire de manière naturelle. Et encore plus se détecter quand il arrive. Quand on est énervé, on est énervé. C'est compliqué de se projeter, de sortir de son corps pour se dire « Attention Gilbert, tu commences à t'énerver ». Tout le monde n'est pas capable de le faire. L'exercice que je vous propose, qui est un exercice de PNL également, et qui marche très bien, c'est pendant 1 semaine, vous prenez une petite feuille que vous allez accrocher à votre frigo, par exemple, parce que c'est un endroit qu'on visite souvent dans la journée, au moins 2-3 fois dans la journée. Quand vous avez détecté, après coup, que vous êtes énervé, que vous avez été heureux, triste, haineux, ce que vous voulez, vous le marquez sur la feuille. Et vous essayez de vous demander pourquoi j'ai été dans cet état. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Combien de temps ça a duré cette émotion? Et comment je me suis calmé? L'idée, c'est que vous allez vous rendre compte qu'au bout d'1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça dépend de chacun, vous allez commencer à vous faire ce travail naturellement. Et dès que l'émotion, dès que le déclencheur apparaît, vous allez vous dire, attention, tu es en train de te mettre en colère. Pourquoi? Est-ce que c'est utile? Attention, tu commences à avoir peur. Pourquoi? Est-ce que c'est utile? Et vous allez commencer très rapidement à vous détecter ces émotions négatives. Il y en a qui sont positives, hein, donc c'est pour ça que je dis notez tout, même les positives, l'amour, l'admiration, la joie, notez-le également. Mais nous, ce qui nous intéressera plus tard, c'est que les émotions négatives, les peurs, on arrive à les anticiper et à les tuer dans l'œuf.
Voilà l'exercice que vous allez avoir à faire au début. C'est de prendre une feuille blanche, de la mettre sur votre table, votre frigidaire, ce que vous voulez, l'endroit que vous visitez le plus souvent, que vous voyez le plus souvent. Et à chaque fois que vous avez été en colère, été heureux, triste, ou ainsi de suite, vous notez. Essayez de trouver le déclencheur. Il y a un problème. Essayez de vous demander combien de temps ça a duré et comment vous êtes calmé. Ça va mieux. Si vous êtes fan d'applications comme Sleep Circle, il y en a des applications qui font ça, hein, qui vous aident à noter, détecter tout cela. J'en connais, j'en utilise pas, mais parce que moi j'aime bien les feuilles papier, je suis un ancien, on va dire. Mais vous pouvez aussi prendre des applications si ça peut vous aider. Et pour finir, on ne fera pas l'atelier parce que commence à se faire tard, à moins que vous ayez du temps. C'est apprendre à communiquer et se présenter. Parce que l'un des risques aussi, l'un des problèmes qui fait que des fois on n'est pas efficace, productif, c'est qu'on n'arrive pas à demander de l'aide, mais aussi parce qu'on n'arrive pas à communiquer ce sur quoi on travaille, ce sur quoi on essaie d'avancer et ce sur quoi on essaie d'être productif. Donc l'atelier est très simple ici, que je propose, c'est de se présenter ou de présenter votre projet, votre programme, votre objectif sous forme de pitch de 60 secondes. Alors, je suis entrepreneur, donc moi, les pitchs, c'est un truc que je sais faire. Donc, soit que j'ai fixé 60 secondes, parce que généralement, on a 60 secondes, 30 secondes, 60 secondes pour présenter rapidement et accrocher les gens. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est, si vous voulez, on le fait. Sinon, on se refait un petit call dans 1-2 semaines et on le fait plus tard. Qu'est-ce que vous préférez? Je ne serais pas capable de faire un pitch en 60 secondes là tout de suite. Ouais, moi aussi, je veux bien me challenger pour le préparer pour 1-2 semaines. Ok, Sympa. parfait. Parfait. Donc, assurez-vous, par contre, de me laisser dans votre chat votre adresse email. Donc, Richard, je l'ai, c'est bon. Emma, je crois que je l'ai aussi, ce que je t'ai envoyé hier le compte rendu. Tu l'as bien reçu, les comptes rendus? Les comptes rendus. Vous avez reçu les slides ou pas d'hier ou... Non, c'est la première conférence. La dernière fois, je n'ai pas pu, D'accord, ok. me connecter. Ok. Non, j'avais assisté à un truc sur l'UX design. Ouais, ça, ok. l'UX. Oui, Donc, ça fait un moment déjà, je crois. Ça fait quelques jours. Ouais, c'était ça, donc parfait. Donc, c'était le 22. Ok, parfait. Ouais. Donc, je vous enverrai un T'es petit... mis là quand même mon email. Ouais, parfait, j'ai vu. Ok. Bon. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est qu'on clôt les échanges. Richard, j'irai voir sur LinkedIn et je t'ajouterai, comme ça je pourrai voir ton contenu. Et moi aussi. Ça va être très, très utile. Emma, si tu as un compte LinkedIn, n'hésite pas à mettre ta fiche, comme ça je t'ajoute aussi et on reste en contact. Ouais, j'ai aussi un compte LinkedIn. Là, j'ai Mali. Voilà. Parfait. J'espère que je vous ai apporté de la valeur, en tout cas des premières réponses. C'est très sympa, merci beaucoup. Merci beaucoup, très utile. Au fur et à mesure. Merci bien, bonne soirée à tous les deux. Merci. Et puis bonne fête du travail. Ah oui, c'est vrai que il faut se reposer un peu. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup, bonne soirée. Parfait. Merci beaucoup, bonne soirée.